Donc, nous avons à discuter des communications qui ont été faites aujourd'hui. Je ne vais pas vous les rappeler dans le détail, mais enfin, nous avions eu ce matin une... attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes notes. Ce matin, une séance grammaire modale et intelligence artificielle. Et puis une séance, les traditions monodiques modales, leur perception, leur transmission et la société d'aujourd'hui. Et puis cet après-midi, une séance, les monodies modales à l'aune de la perception cognitive. Et enfin la conférence de Hervé Platel qui était un petit peu, je pense, en dehors des préoccupations des communications qui précédaient, mais qui m'a beaucoup touché. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant, peut-être que ça ne vous touche pas tellement, mais Karl Schachter, que nous avions reçu à la Sorbonne et qui est un des tout grands schenkeriens, est, semble-t-il, fortement affecté par Alzheimer ces derniers temps. Donc voilà, ça m'a touché de penser qu'un des tout grands musiciens de notre époque probablement pourra, grâce à la musique, peut-être tenir un petit peu. Il a 90 ans largement passé, donc c'est pas totalement. Alors, mais bon, revenons aux autres communications. Donc, je vais vous passer la parole à ceux d'entre vous qui désirent prendre la parole. Je vous dirais seulement que, de mon point de vue, une des questions que je me suis posée à plusieurs moments de cette journée, c'était celle de savoir quel est le but poursuivi. On fait des modélisations et pour moi, le but doit être de comprendre des musiques qui existent, donc, si vous voulez, d'analyser, mais on voit bien qu'il y a aussi un but de pédagogie, d'abord, et puis un but qui m'a un petit peu surpris. Peut-être le mot est-il utilisé dans des sens différents, qui est un but de composition, de création de musique. Alors, on peut faire des musiques pour en vérifier le style et pour vérifier la qualité des données qu'on met en œuvre, mais ça ne peut pas, me semble-t-il, être une fin en soi. Ça doit nécessairement avoir un but analytique. Il s'agit toujours de comprendre des musiques existantes. Je ne pense pas que créer des musiques, bon, la composition assistée par ordinateur, c'est pas tout à fait, dans le cas des monodies modales, ça ne me paraît pas tout à fait justifié. Et de toute façon, le véritable problème est que c'est très invérifiable. On ne peut pas juger complètement de la qualité d'une chose produite comme ça. On ne peut pas juger de la qualité d'une musique nouvelle par les musiques anciennes. Voilà, c'est quelques réflexions générales. Alors, est-ce que comment procédons-nous? Est-ce que nous prenons la parole, vous prenez la parole chacun à votre tour? Faut-il que je décide de l'ordre, ou bien ceux d'entre vous qui se sentent vraiment un besoin de prendre la parole tout de suite n'ont qu'à faire signe immédiatement et on commencera par eux. Donc, personne n'a ce besoin irrépressible. Alors, je serais tenté de prendre l'ordre dans lequel les images m'apparaissent, vos portraits, vos images m'apparaissent. Je ne sais pas comment elles apparaissent sur votre écran, mais en haut à gauche, je lis dans le sens de l'écriture occidentale. Non, je vais plutôt prendre le sens de l'écriture arabe, ce qui nous permettra en plus de commencer par les dames, ce qui me paraît plus élégant. Et donc, c'est Elvira Bratico. You have comments to do on what was said today. Yes. Yeah, thank you for giving me the word. And I apologize for not being able to speak French. I would love it. I'm Italian, I try to understand, but you speak sometimes very fast. So anyways, but of course I followed. Thanks a lot for Professor Platel, because of course I know his work and the lab's work. And I was very interested to see the latest studies, especially. And I have a question
about the music that, I mean, it seems to be the chanson, you mentioned the songs, that they are most maybe functional or useful to preserve or to help with memory preservation or in patients, in Alzheimer's patients. And I just was curious to know, especially because we are in a musicology conference, if you have considered studying what kind of chansons are most effective, what kind of features, musical, so musicological aspects, but maybe also acoustic aspects that could be best to help memory functions or help with preservation. So if you have considered, well, of course, we have lots of operationalization of, for example, complexity or different types of entropy in this singing. So if there is any sort of optimal level of complexity in the way it's operationalized nowadays, or if there are any other kind of features, if the words are useful, or yeah. Anyway, this is the general question. And there is another one in the chat I can see, but this is maybe for later. So maybe I can answer that. Thank you, Elvira. Yeah, that is it. Thank you. That was mainly for you. Because, yeah. Not in Aarhus, forgot, unfortunately. Okay. So, in my experience, Alzheimer patients like very very melodic music and songs. When the melodies are relatively flat, okay, it doesn't work very well. So it's important that there is contrast, melodic contrast, so to help memory, I think. So it's not the rhythm. So you're saying that it's actually rhythm is irrelevant. It's very important. There's two kinds of musical stimuli what we use. We use songs, so the words account for memory. It's clear, and songs is very easy to propose to the Alzheimer patients. So songs is the very ecological stimuli. But with instrumental music, we have this effect of familiarity, of increasing of familiarity, and possibly of long-term encoding of new information in music. But it's more difficult with just instrumental music, because in contrast with paintings, if you choose well your painting, you could choose easily pictures, very different pictures, with a lot of contrast and a lot of difference. And the first difficulty for us was to choose very carefully, very well, instrumental music that could be very distinctive, that could be very different. It's very important, because when the Alzheimer patient answer to our question, do you know this tune? Sometimes they say, oh yes, I already heard this kind of music. So you don't know when he answer, oh yes, I already heard this style, this kind of music. So you don't know if he remember the stimuli itself, or if they obtain just a
a global feeling of familiarity. So it's very important to choose musical extract that could be very distinctive if your objective is to, your aim is to show that they could encode and distinct some items. I think this is your first question. Yeah, I mean, I was also curious because I understood that, or you were referring also to intervention. Yeah. So to try to help their residual memory capacities by, by sort of exposing them or teaching them songs, like it's done around the world. Yes, in several labs. But I would say that you could try many aesthetic styles with these patients. Contrary that the practitioners say, they say, oh, we must use very simple or well, yes, very familiar style. Yeah. So no, I think it's not the case, because Alzheimer's patients, even at severe stage, moderate or severe stage of illness, are very open to aesthetics, very different aesthetics. So you could try, even we tried recently to propose to listen very inharmonic, non-tonal music, and to try to show if they are pleasure to listen to it, and if could memorize them. And it's not impossible. It's more difficult, but it's not impossible. So for me, it's not just the fact that our music, our stimuli are close of some familiar, very familiar songs or music that they know. Yeah, so it might be that even this kind of modal music that is like the topic of the conference it could even be interesting to expose them to like pleasant music, but not Western. I mean, something, because I think that there is this hypothesis about environmental enrichment. So like one of the ways to boost neuroplasticity. Of course, in this patient, these processes are very deteriorated, and they are, they are really almost not existing. But maybe this could be one way to help them. I don't know. I'm just thinking aloud, but I wonder if you have been considering. It sounds like you have been considering this, so that there could be also a possibility to expose them to new, different types of music to help with the memory. Yeah. Yes, of course, because I have no time to develop the arguments why we think that music is powerful to obtain a neuromodulation, a positive effect of neuromodulation. There's some hypotheses, classic hypothesis, emotional hypothesis, the auditory motor loop hypothesis, and it's very interesting to consider the effect of neuromodulation of music independently of the problem of cultural impact of music. Yeah, exactly. So the animal studies are very interesting in this case. Yeah, exactly. Yeah. So we have just published in cerebral cortex a study about the stimulation of music in old rats, and to show that old rats with
an enrichment of their environment by music, have better ability to memorize, and the memory, the ability to the visuospatial memory. In fact, in a classic classic paradigm like the Morris, the Morris water maze, yeah, Morris water maze, and all drafts stimulating by music are better in the Morris water maze and have a better aging. Wow, that's amazing. I have to read that. It's fantastic study. Thank you. So it's the demonstration with the animals models that the music itself, independently of the cultural problems of music, have the power of neuromodulation. Okay, well, I think we must go on because we have a very strict time. Philippe Lallitte, do you have comments to make? Well, you can continue in French. Okay, please. Indeed, en effet. I have also Thank you. Question for Hervé about the quantity of repetition in a song. Does a lot of repetition help or not to memorize the song, especially for old people? Yeah, the main factors is the repetition. Is clear, is the repetition of information, visual, acoustic, auditory. The main problem is to have repetition, and also the other factors that works in synergy with repetition are the motivating characters of the stimuli. So artistic stimuli are motivate the patients. So you don't have to try to interest them to music or paintings. So naturally, this artistic stimuli works well because they are rich, perceptively rich, and because with repetition we obtain, with this richness, we obtain this encoding, this long-term encoding, thanks to the neocortical pathways and the maintenance of activity in the neocortical pathways. Oui, Nida. Je suggère, merci beaucoup pour ces excellentes questions et réponses, mais simplement si nous pouvons maintenant revenir au sujet de la table ronde au fond et du colloque, ce serait très heureux. Philippe Lallitte, est-ce que vous avez des choses à dire sur les communications précédentes? Ouais, je suis désolé parce que je devrais partir bientôt en fait. J'ai une réunion en fait à 15h30. Que je malheureusement à ce moment-là. On peut vous entendre. On peut vous entendre quand même. On a encore... Concernant les communications d'aujourd'hui. Concernant les communications, moi j'étais très intéressé sur la communication sur l'intelligence artificielle d'Anas Grab, qui travaille non pas avec du matériau symbolique à partir de partitions, mais à partir d'enregistrements sonores. Et vraiment, je serais très intéressé de connaître les résultats de son travail par la suite, parce que c'est déjà une prouesse en fait d'arriver à modéliser des monodies à partir d'enregistrements et non pas simplement à partir d'une transcription ou d'une partition. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge. Il y a des challenges techniques, hein, parce que trouver la fondamentale, ça n'est pas du tout encore évident. Il y a des algorithmes qui sont très bons, mais j'aurais aimé savoir un petit peu le taux d'erreur. En fait, j'ai pas eu le temps de lui poser la question, mais j'aurais aimé lui poser la question sur le taux d'erreur en fait de récupération des fondamentales avec son algorithme.
parce que la plupart des logiciels que je connais ont quand même beaucoup de difficultés à récupérer ces fondamentales. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en tire finalement. Est-ce qu'il arrive à générer d'autres mélodies modales à partir de son modèle. C'était un petit peu les questions que j'aurais aimé connaître. Ouais. On pourra les lui poser, et je pense qu'il vous écoute, mais il pourra envoyer ses réponses par écrit. Jean-Marc. Oui, pour faire suite, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé très intéressante la communication d'Anas, et ça m'a rappelé bien des choses parce que j'ai l'âge que j'ai et je me souviens d'avoir été tout à fait dans les années 90, enfin au début des années 90, dans les premiers à avoir vu l'arrivée des réseaux de neurones pour la résolution des problématiques de musicologie, et là pour le coup pour des problématiques de création musicale, parce que c'était avec Francisco Guerrero en Espagne. Alors c'est très intéressant parce que ces questions reviennent des dizaines d'années après, avec finalement les mêmes écueils à mon avis. Et je me suis fait cette réflexion, bon, je vous la transmets un petit peu en direct, en écoutant Anas, qui est que, en fait, effectivement, dans cet essai de modélisation avec les réseaux de neurones, on est sur une hypothèse qu'on n'ose pas formuler, qui est une hypothèse de linéarité. Qui est en fait extrêmement dure, extrêmement forte. C'est-à-dire, c'est l'idée des chaînes de Markov. Une chaîne de Markov, ça structure très très peu. Ça structure même pas du tout, en fait, en réalité. Et donc, il y a un conflit entre ce que nous, on sait faire peut-être facilement parce que, justement, on sait structurer un discours, et ce que l'ordinateur a beaucoup de mal à faire spontanément, parce que un réseau de neurones, ça peut se structurer, mais ça a du mal à le faire tout seul, et en tout cas cette structuration n'est pas accessible. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de recherche fondamentale, en fait, qu'on voyait tout à fait explicite, et pour lequel le cas des monodies arabes est parfaitement indiqué. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qui se passe. Quels sont les noyaux, en fait, ce que les recherches de Nida vont dans ce sens-là, finalement, c'est-à-dire essayer de trouver sur la surface de ce flux-là des éléments qui autorisent cette structuration. Et ça, je pense que c'est une question de fond, et qui est une question pas évidente du tout, vraiment. Voilà, c'était mon sentiment, et un petit peu, je trouvais les travaux d'Anas tout à fait fascinants par rapport à ça. Oui, bonjour, moi je ne suis pas spécialement invité à cette table ronde, mais j'assiste avec plaisir. Je voulais d'abord remercier Monsieur Platel, parce que c'est un grand plaisir de l'entendre. C'est la première fois que je l'entends, j'allais dire en live, même si c'est en ligne. Et en tout cas, c'était très très intéressant, et je vous remercie beaucoup pour votre contribution. D'autant qu'avec Philippe Lalitte, on essaye de créer des liens entre notre UFR de musicologie et la faculté des sciences de Sorbonne Université, puisque, comme vous le savez sans doute, la fusion de nos universités a fait que maintenant nous avons 3 facultés rassemblées, sciences humaines, sciences et médecine. Voilà, on espère qu'on pourra, comme vous, faire un petit peu avancer ces sujets qui sont très très intéressants et pour lesquels vous êtes les grands pionniers. Voilà. Et je voulais dire aussi, je ne sais pas si tout à l'heure dans la séance plutôt tournée vers les élèves, si vous avez vu mon message, lorsqu'il y a eu la question, d'ailleurs Nida qui co-dirige avec moi Nathalie, la thèse de Nathalie Jaoudé, je pense que c'est aussi un grand intérêt d'avoir des co-directions ou des co-tutelles, hein, donc entre les différents pays,
et notamment par rapport à ces auditions que l'on fait entendre aux élèves, parce qu'effectivement, on peut, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec Nathalie, et je pense que Carmen a dû faire la même chose, elles sont venues faire aussi des travaux en France, donc elles ont rencontré des collègues dans des collèges, et elles pouvaient faire aussi entendre ces musiques. Mais effectivement, ce n'est pas du tout le même contexte, mais ce qui est intéressant dans certains établissements français, c'est qu'on a beaucoup de multiculturalisme. Donc ça pouvait être aussi intéressant de voir à l'intérieur d'une même classe en France, des élèves qui avaient un environnement familial habitué à ces musiques, des élèves qui ne l'ont pas du tout, etc. Donc ça leur permet j'allais dire, d'élargir beaucoup cette batterie d'exercices par rapport aux questions qu'elles se posent. Donc moi, je pense que ça, c'est une des grandes chances de ces co-directions et de ces co-tutelles de thèse avec des universités partenaires. Hein, voilà, et c'est un peu aussi le sujet de notre partenariat avec l'Université Antonine depuis très très longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que vous êtes le dernier. En fait, vous êtes plus directement concerné par tout ça. Bien sûr. Oui, merci Nicolas. En fait, il serait peut-être aussi intéressant, avant d'arrêter la séance à 17h, ou à 16h, heure romano-franque, c'est de réserver un tout petit moment également pour l'intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas pu continuer les discussions. Il y a Tala Atechan qui est avec nous, et il y a également les réponses d'Anas Grab qui sont écrites. Mais avant de parler de cela, je voudrais simplement rebondir sur ce que vient de dire Frédéric Billet. Je le remercie, donc on est très heureux de pouvoir faire ces partenariats et ces co-directions. Et la question là, sur laquelle que j'avais évoqué juste précédemment, c'est la question un peu des universaux. Je sais que c'est un sujet qui est problématique et et notamment du point de vue du Nicolas Meus, je le comprends parfaitement. Je voudrais quand même juste en quelques minutes disons formuler les hypothèses concernant donc cette théorie de cette sémiotique modale concernant cette sémiose. Et donc, en utilisant le lexique de Nicolas Meus précisément dans la question de l'endosémiotique et la diasémiotique ou bien l'exosémiotique, il y aurait trois processus de sémiotique, disons sémantique ou sémiosique, concernant ces monotypes modales et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan perceptif. Donc voilà, puisque c'est là l'interface entre ce qui est supposé être comme signifiant dans le matériau musical lui-même et comment est-ce que ça peut être perçu par les êtres humains, et notamment par les enfants et les adolescents, comme on l'a vu tout à l'heure, et avec à terme également les conséquences thérapeutiques pour demain. Donc voilà juste un petit résumé. Il y aurait trois processus. L'un est strictement endosémiotique, l'autre est exosémiotique, mais plutôt traditionnel et stylistique, un autre exosémiotique plutôt subjectif. Et le premier processus endosémiotique, il aurait trait à trois données. D'une part, deux données mélodiques et une donnée ou un donné relatif au tempo. Donc, ce qui serait endosémiotique, donc ça concernerait disons, une signification qui surgirait de comparaison de données intrinsèques, intérieures à l'énonciation musicale, et que en conséquence de cette comparaison que font les gens, que ce soit le musicant ou le musicien, que ce soit celui qui donne à entendre la musique ou bien celui qui l'aperçoit, il y aurait donc d'abord une signification qui serait inhérente à ces modalités sémantiques qui ont été décrites et étudiées sur le plan de leur perception par les enfants et les adolescents dans l'étude de Carmen Saadé. Donc ces modalités sémantiques, c'est précisément ces processus, ou disons ces vecteurs que l'on peut analyser
mais qui sont perceptibles apparemment, puisque, bon, avec cette étude, il y a quand même une sorte de validation de cette hypothèse, et un début de validation, avec beaucoup de limites à mettre en exergue, mais on voit qu'il y aurait des questionnements qui seraient dans ces monodies modales, qui seraient inhérents à l'intérieur, des questionnements, des réponses, des prolongations primordiales et des suspensions. Donc ça, cet élément sémiotique, il serait un tout petit peu indépendant du contexte culturel, parce qu'on peut trouver également des fonctionnements analogues dans d'autres musiques, qu'elles soient une musique harmonique tonale, peut-être même en musique contemporaine ou dans des musiques pentatoniques. Et donc il y aurait ce genre de fonctionnement interne, et je pense que là, la théorie de Leonhard Meyer demeure en vigueur. Et donc là, nous sommes plus proches de ce qui pourrait être intrinsèque, endosémiotique et universel. L'autre donnée encore de cet ordre endosémiotique, ce serait un peu les modalités, disons, la sémantique relative à l'échelle. Pas, disons, surtout à la structuration de cette intervallique des échelles. Et on l'a vu tout à l'heure avec ce sabbat qui, je pense que, quelle que soit l'origine culturelle et des percepteurs, disons, des personnes qui perçoivent, je crois qu'il à partir de cette agrégation très resserrée d'intervalles, il y aurait une perception de quelque chose de plutôt beaucoup plus historique que d'autres, beaucoup plus donc triste peut-être que d'autres structures. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais un début d'éléments de validation, mais j'expose cela et pour être discuté. Un troisième donnée qui pourrait avoir disons, une inférence endosémiotique et donc quelque part universelle, et dont nous nous doutons tous, c'est un peu le tempo, parce que là nous parlons le tempo intrinsèque d'une séquence musicale, et là c'est comparé avec une pulsation qui est fondamentale dans le corps humain, qui est la pulsation cardiaque, et donc le plus ou moins congruence du tempo et donc de la vitesse de la fréquence de la pulsation d'une séquence musicale avec la fréquence de cette pulsation cardiaque, donc pourrait générer une sorte de signification intrinsèque endosémiotique et de l'ordre de l'universel. Ensuite, il y aurait un deuxième processus qui serait exosémiotique et qui a trait à ce moment-là à la structuration métrique et rythmique de l'énonciation musicale. Je parle toujours du côté monodique modal, hein, je ne me permets pas de généraliser à d'autres contextes, mais je pense qu'il y a certaines extrapolations qui pourraient être faites. Et donc, cette structuration du rythme à partir de la métrique, d'une métrique, qu'elle soit micrométrique, syllabique, etc., donc, elle est en relation, cette structuration est en relation avec du culturel, de l'extra-musical. Et là, je rebondis sur ce que disait Jean-Marc hier. Donc oui, il y a une empreinte du culturel dans le musical, sur le rythme musical qui est certaine. Et cette empreinte, donc, elle concerne donc cette micrométrique, mais également la morphologie de l'énonciation musicale. Et ça peut être du côté de la parole chantée, ou de la parole qu'on entend et qui imprègne le flux musical. Je parle du taksim, parce que le taksim, c'est presque une cantillation sans texte, une récitation sans texte, mais également, ça peut concerner d'autres données culturelles, comme par exemple les données rituelles, qui impriment un rythme, et également, bien sûr, la danse, qui peut être intégrée à du rituel, et là, nous parlons d'anthropologie musicale et d'ethnomusicologie, et donc il y a un aspect qui est un donné culturel qui imprime, qui met son empreinte dans le rythme de la musique, et c'est exosémiotique parce que c'est référentiel à quelque chose qui est dans le monde, qui est autre que musical, pour reprendre disons, les approches proposées par Nicolas Mies depuis un bon bout de temps concernant cette question d'endosémiotique et de diasémiotique. Et donc là, c'est une sémiotique qui est plutôt référentielle parce qu'il y a cet aspect rythmique qui renvoie vers quelque chose d'extra-musical et précisément vers du texte ou bien vers du rituel et de la danse. Enfin, il y a un troisième processus qui serait exosémiotique également, mais qui est là,
qui n'est plus dans la tradition, parce que l'autre exosémiotique rythmique, c'est stylistique, c'est complètement stylistique et c'est complètement traditionnel, c'est dans la tradition. Mais par contre, là, il y a un troisième donné qui est de l'ordre du subjectif. C'est subjectiviste, disons, comme exosémiotique. Et là, ça travaille sur les autres paramètres que le paramètre mélodique et le paramètre métrique temporel. Et ça travaille sur la question des variations, non pas les paramètres en tant que tels, mais la variation de certains paramètres. On parle de la variation de l'intensité, qui peut être excessive dans certains cas, et ça c'est dans certains effets de musique de variété pour les chanteurs qui sont dans les traditions mélodiques modales. Quand ils vont vers la variété, ils font des effets avec la voix, avec des pianissimos et des fortissimos pour attirer un peu les affects, et on va là vers les affecti du XVIIe siècle, mais pris dans un sens beaucoup plus prosaïque pour faire des effets vis-à-vis du public. Donc un jeu sur les intensités, les variations d'intensité, les variations dans les timbres également, qui ne sont pas du tout dans un esprit traditionnel, mais plutôt qui vont vers quelque chose d'extra traditionnel, et également les variations dans le tempo. Donc ces ralentis et ces accélérations qui peuvent se faire, mais surtout des ralentis à la fin, etc., pour faire des effets psychologiques voulus par l'interprète. Et voilà, il y aurait donc trois processus, un qui est endosémiotique plutôt universel et qui est donc les modalités sémantiques, la sémantique scalaire et également la sémantique du tempo, mais non pas la variation du tempo, le tempo en tant que tel. Ensuite, une exosémiotique plutôt traditionnelle et qui serait de l'ordre de la stylistique inhérente au rythme avec ces schémas sémiotiques référentiels vers le monde. Et enfin, une exosémiotique subjectiviste qui est complètement donc extra traditionnelle et extra stylistique et qui va vers donc l'affirmation de certains affects ou des affetti en italien qui sont voulus par des interprètes qui veulent faire des effets, voilà, des effets vis-à-vis de leur public. Voilà les trois propositions qui sont un peu plus que trois, mais en fait il y a trois pour l'endosémiotique et trois pour le subjectif et un pour le rythmique. Donc voilà. Ce sont les hypothèses, disons, de signification, de processus de signification dans cette théorie de la sémiotique modale et qui peuvent avoir des conséquences du côté de la perception. Donc est-ce que ces choses-là sont-elles perçues, sont-elles vraiment perceptibles? Et puis enfin, est-ce qu'elles peuvent avoir des effets cognitifs sur les gens et des effets neurocognitifs? Et finalement, est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences thérapeutiques? Merci de m'avoir écouté. Je ne vais pas beaucoup discuter des universaux, vous connaissez ma position, elle est vraiment éthique, elle est morale. Hein. Je pense que les universaux philosophiques, qui sont donc des choses qui sont inévitables, on ne peut pas penser qu'il y ait en musique des choses totalement inévitables qui s'imposent à tout le monde. Et ce que vous avez cité en particulier, je vous fais remarquer qu'il y a un effet de verbalisation dans ce que vous mentionniez. Donc il y a les vecteurs questions-réponses. Je veux bien qu'il y a ces deux types de vecteurs, mais de les appeler questions et réponses, c'est supposer une signification verbale. Une de vos étudiantes a parlé de triste et joyeux. Là aussi, c'est imposé à un phénomène purement musical, une dénomination verbale qui n'est pas tout à fait innocente. Heureusement, plus personne ne parle de masculin-féminin, mais enfin, il a été question de cela aussi à propos de phénomènes du même genre. C'est évidemment impossible. Et je rappelle que les philosophes et les musiciens allemands du XIXe siècle avaient imaginé de parler plutôt que de signification musicale, puisque tout ça est de l'ordre de la signification possible, imaginé de parler de Inhalt, contenu, pour ne pas devoir précisément passer par la verbalisation. Je pense que tout le discours de... comment s'appelait-il? C'est Alzheimer qui me guette aussi. Tiens, donc ça va, je n'aurais pas. La musique absolue,
Je vais voir ma bibliothèque. Voilà, effectivement. La musique absolue de Hanslick. Ah oui, bien sûr. Hanslick, dont on a l'impression qu'il est contre la signification musicale, c'est pas ça. Il est contre la verbalisation de cette signification. Et pour lui, il faut pouvoir parler de ces phénomènes. Et donc, c'est notamment des phénomènes d'éthos. Il faudrait pouvoir en parler sans faire usage du langage verbal. Ce n'est malheureusement pas possible. Comme disait Roland Barthes, nous sommes condamnés au langage verbal. Personne n'y échappe. Attention, Nicolas, vous allez devenir compositeur. Oui, mais c'est ça, j'allais le dire. Il faudrait pouvoir exprimer tout ça en musique. Mais c'est un peu difficile. Voilà, donc, vous avez raison en un sens. Il est probable qu'il y a là des phénomènes qui sont au moins très généraux. Mais enfin, je fais la distinction entre ce qui est très général et ce qui est universel ou universal. Je voudrais dire une chose à vos étudiants, que c'est très bien de faire des études sur la sémiotique modale. Il ne faut pas oublier que la preuve scientifique, c'est non seulement la preuve qu'on a raison, mais c'est aussi la preuve que les autres ont tort. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire aussi l'avocat du diable. Et je sais bien que les étudiants de Nida Aboumrad n'oseraient pas se faire face à lui les avocats du diable, mais il faut quand même y penser un petit peu. Je pense qu'en réalité, ils arriveront finalement au même résultat. Mais je me suis posé la question aussi plusieurs fois aujourd'hui, est-ce qu'on ne prend pas la sémiotique modale comme donnée de départ, alors que c'est elle qu'il faut mettre en question. Il faut qu'elle s'impose en fin de l'expérience, mais pas dès le début. Voilà, et donc ça, c'est peut-être au professeur de rappeler cela à ses étudiants. Comment est-ce qu'on appelle ça là? C'est fishing for compliments. Que de dire ça à ses étudiants. Essayez de prouver que j'ai tort et vous verrez que vous n'y arriverez pas. C'est presque ça. Je dis ça, il faut prendre ça avec un peu d'ironie. Bien. Je suis d'accord avec vous, Nicolas, bien sûr, ce sont des hypothèses. Là, je viens de parler d'hypothèses, donc je n'étais pas en train d'affirmer ce n'était pas des axiomes ni des postulats, ce sont des hypothèses. Mais par contre, l'outil sémiotique modale, c'est un outil, c'est un instrument, donc on peut l'utiliser et il ne s'agit pas forcément d'être d'accord avec toute l'axiomatique ou toutes les hypothèses de la sémiotique modale pour pouvoir l'utiliser. Et c'est tout le temps, on est en train d'essayer de tester cela, que ce soit pour l'analyse musicologique, comme on l'a vu hier, ou que ce soit pour la question de la perception, comme on l'a vu aujourd'hui. Et donc, je suis tout à fait d'accord, on garde toujours ces réserves épistémologiques, on a toujours cette réserve, bien sûr. Mais la question que je posais, là, c'est sur ces hypothèses. Je sais que, bon, avec Hanslick, on parle de contenu, d'accord, mais que ce soit des questionnements, que ce soit des réponses, des tensions, des détentes, des suspensions, des repos, quels que soient disons, ces artifices verbaux pour en parler, mais nous parlons d'états cognitifs qui vont vers l'émotionnel. Et donc, là, je me tourne un peu vers Hervé Platel, mais également vers Jean-Marc Chouvel pour voir est-ce que nous avons ici un matériau dans lequel il y a la possibilité de voir qu'il y a dans la musique le surgissement de certaines données qui pourraient induire chez le musicien et chez l'auditeur des états cognitifs et des états émotionnels en conséquence, qui peuvent être verbalisés. La question de la verbalisation est presque accessoire parce qu'en fait, on ne peut pas les décrire sans les verbaliser, mais ce sont des états. Et ces états, vous en parlez, Nicolas, dans divers articles, comme quoi, bon, ce qui est la signification dans un énoncé musical, c'est la signification qui peut être déduite de l'analyse, par exemple du chiffrage harmonique, ou disons de l'analyse schenkerienne ou des vecteurs harmoniques. Donc là, nous avons une signification qui est inhérente à l'analyse musicale. Cette signification est une signification musicale, et ça rejoint complètement Hanslick. Alors,
que l'on verbalise ou qu'on ne verbalise pas, ce sont des états qui sont inscrits dans la musique et qui peuvent être entendus et qui peuvent susciter chez les auditeurs des états de conformité, de conjonction, de stabilité, d'instabilité, quels que soient les termes, la qualification, mais ça peut entraîner des émotions et donc probablement sécréter des neurotransmetteurs et agir à certains niveaux du cerveau, donc à certaines localisations temporales ou autres, et avoir des conséquences sur le comportement finalement et l'état mental ou l'état affectif ou pathologique de l'être humain. C'est ça que j'essaie de proposer. Est-ce que Jean-Marc Chouvel a des éléments de réponse à donner à ça, puisqu'il a été cité par Nida? Oui, alors, non, je pense que là, on est sur des choses qui vont rester complexes pendant un bon moment. C'est sûr que quand on cherche à analyser, on est tout le temps en train de couper. Analyser, c'est couper, or, ce qui est vécu, c'est un flux, c'est une continuité. Alors, évidemment, je pense qu'une des parties, en quoi justement les monodies sont un exemple qui est vraiment fondamental, c'est que justement, peut-être il nous oblige à penser comment s'articule cette continuité et qui correspond à un vécu, et les unités que nous, en tant qu'analystes, nous découpons dedans. Moi, j'étais frappé dans certains des exemples, parce que c'est toujours quelque chose, j'y reviens, hein, mais ça me frappe beaucoup. On voit les exemples avec la partition, et puis on entend quelque chose que moi, en tant que musicien contemporain peut-être, hein, qui a une habitude de la notation qui n'est pas tout à fait la même, j'aurais eu envie de noter 10 notes là où il y en avait 2. Parce que le musicien, en fait, il fait entendre plein de choses autour de la note. C'est-à-dire que, alors c'est l'avantage de prendre des exemples chez des vrais musiciens qui ont joué ces choses-là, mais évidemment, après, le phénomène musical qui est à l'oreille des auditeurs qu'on teste, etc., il est bien plus complexe. Et notamment, il y a des insistances, des transitions. Si vous voulez, si vous avez une musique où la transition entre 2 notes avec des ornements et des choses comme ça prend plus d'importance que les notes elles-mêmes, ça devient compliqué, enfin, je trouve, de savoir où est la consistance musicale. Moi, je suis organiste. La première fois que j'ai lu devant les yeux une partition de Nicolas de Grigny, je prends un exemple dans ma culture, hein, si vous jouez les notes dans Nicolas de Grigny, c'est juste sans aucun intérêt. C'est une musique qui n'a aucun intérêt. Et après, il faut effectivement apprendre à remettre tous les ornements, les machins, les trucs là où il fait. Et en fait, cette musique n'est que ça. Et est magnifique grâce à ça et à cause de ça. Et donc la structure qu'on avait, c'est juste un non-sens en fait musical. Et du coup, je trouve très très complexe et j'ai peur qu'on soit toujours en train de simplifier en fait, de simplifier trop. À la fois, on en a besoin. Parce que pour comprendre, on a besoin de simplifier, mais c'est vrai que bon, voilà, jusqu'où on peut simplifier, quoi. Mais bon, c'est mes réflexions de toujours, et je ne sais pas si j'ai pas de solution, hein, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, on a tout ça. Par exemple, la théorie que moi je trouve fascinante, c'est cette histoire d'alpha-bêta, fait tout le côté meillerien hein, qu'il y a derrière ça, enfin, au sens de Léonard Meyer. Cette espèce de dialectique, mais à la fois je me dis, mais il y a peut-être des alpha 1 et des alpha 2. Oui, tout à fait.
bêta 2, des bêta 3, etc. Et Jean-Marc, ils y sont. On a alpha 1, alpha 2, alpha 3, c'est tout à fait vrai. Tout à fait. C'est décrit de cette manière. Vous avez tout à fait raison. Et du coup, bah, c'est pas la même chose que d'avoir que des alphas. Oui, bien sûr, il n'y a pas par exemple, il n'y a ni des Q totales et des R totales. Il y a des gradations là-dedans, tout à fait d'accord. Et avec toutes ces nuances que vous apportez, elles sont prises en considération dans le système. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais les effets du... Pardon, excuse-moi. Non, allez-y, Jean-Marc. Moi, je suis trop bavard. Moi aussi. Non, mais les effets du style, je me souviens, on a eu avec Nicolas une étudiante commune qui s'appelait Léla Abachi qui travaillait sur le style des Moisha, le style vocal. Et effectivement, moi j'avais été frappé par les interprétations qu'elle nous avait fait entendre, où manifestement la qualité musicale, c'était pas la reproduction du mode, c'était toute la précision ornementale qui était induite là-dedans, et tout ce que ça dirigeait dans l'écoute, et qui était fondamental. Mais d'ailleurs, quelqu'un a évoqué récemment les musiques populaires. Dans le moindre chanteur de variété sait très bien mettre dans sa voix tout à fait autre chose que simplement le chant rigoureux et strict. Hein. C'est évident. Et ça, ce que ça implique, pour le coup, dans les émotions, dans le parcours vers les émotions de l'information musicale, mais ça me paraît déterminant. Déterminant. Un ordinateur n'a jamais généré d'émotion. Ce qui nous ramène vers l'intelligence artificielle. Je vois, je fais exprès. Hein. Je vois avec Platel. Avec les réponses d'Anas Grab, Nicolas, si vous permettez, parce que le temps presse et Nico Fabrice va démarrer son assemblée générale. Juste si nous pouvions avoir une petite intervention orale de nos collègues de Tanar Atetchian qui est là, ou bien de son étudiant, de son doctorant, pour pouvoir juste mettre un grain de sel concernant l'intelligence. On l'a promis par rapport à ce matin. C'est possible, Nicolas? Oui, tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien écouté ce que vous avez dit concernant en fait le rôle de l'intelligence artificielle dans la génération de la musique. Alors nous, l'équipe des informaticiens, parce que même notre vocabulaire est trop technique quand on parle de la génération des données à travers ou à partir d'un modèle de l'intelligence artificielle. Alors ce que nous avons essayé de faire, c'est de rendre en fait la plateforme de l'analyse des partitions monodiques modales de manière un peu plus automatisée en intégrant un modèle de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'utilisateur, au début, il nous fournit pas des paramètres d'entrée, donc on essaie un tout petit peu de rendre l'analyse un peu plus automatisée. Donc on a commencé par là. Et donc ensuite, nous étions un peu intéressés de voir quelles sont en fait les possibilités de mettre en place des algorithmes qui nous permettent de générer des données ou bien des partitions musicales synthétiques à travers un corpus qu'on peut entraîner ou étudier ou voir un peu la structure de la musique. Alors, les premiers résultats, si on peut dire ça comme ça, les résultats techniques sont prometteurs. Les résultats techniques, je dirais, parce que d'après l'analyse qui a été effectuée, le corpus qui a été étudié, le modèle en fait ou l'algorithme qui a été utilisé, nous sommes en fait, en tant qu'informaticiens, on est satisfait. On sait qu'on peut toujours aller vers l'avant. Mais si on considère la qualité, le style, est-ce que c'est une bonne partition de point de vue style et qualité? Là, c'est tout un monde à creuser, à étudier, parce qu'on est certain que ce que l'informatique ou bien ce que l'ordinateur peut fournir jusqu'à présent, c'est des données, mais pas plus. Comme vous avez dit tout à l'heure, même l'état des émotions ne seront pas actuellement considérés par la machine. Donc, c'est également quand on parle de l'harmonie, de la musique, ou
la musique elle-même, ça nécessite une recherche approfondie de point de vue informatique pour voir jusqu'où la technologie peut nous fournir des résultats qui pourront aussi satisfaisants pour les musicologues et les musiciens. Mais de point de vue informatique, ça va, on est satisfait, on sait que petit à petit, on avance en fait dans ce sens-là, surtout avec l'amélioration des algorithmes, l'optimisation des algorithmes qui deviennent de plus en plus performants, disons, et moins complexes, plus performants en tant que résultat en fait technique. Mais pour les autres dimensions, ça reste vraiment une discussion longue et une piste de recherche vraiment à creuser. Et ce que moi j'aime bien, avant de peut-être clôturer mon intervention, c'est aussi d'avoir votre avis concernant vous, en tant que musicologue, musicien, comment vous voyez la production, disons, ou la génération de la musique assistée par ordinateur. Merci. Bien, je constate, je suis désolé, je constate qu'il est 15h59 heure européenne et que nous devons céder la parole à la Société internationale de musicologie maintenant à 16h. Il est 15h59, il nous reste moins de 30 secondes et comme je vois que Dinko Fabri est toujours là et nous surveille, je crains qu'il faille mettre fin à cette session maintenant de peur de subir sa colère. Mais il y a il y a encore plein de choses à dire, il y a plein de sujets sur lesquels nous devrions revenir. Peut-être en aurons-nous l'occasion demain, et sinon il faudra, Nida, penser au prochain colloque. Avec plaisir, Nicolas. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. À tout de suite. Merci. À plus tard dans l'autre session. Merci. C'était très intéressant, très important.